Bonjour à toutes et à tous, dans ma précédente vidéo, j'ai abordé le sujet de la self-défense dans les arts martiaux et mon point de vue a suscité des questionnements. J'ai donc souhaité construire un point théorique complémentaire pour clarifier ma vision des choses en matière de self-défense au sein des arts martiaux traditionnels chinois. Voici donc de nouveaux éléments qui vous permettront, je l'espère, de considérer le sujet qui fait débat sous un angle sûrement très différent de ceux communément employés. Les arts martiaux chinois sont nés dans les édifices spirituels. Les légendes qui justifient leur existence, lorsqu'elles sont décodées, nous ramènent à la quête essentielle que devrait avoir tout homme dans une vie, la paix. La paix en soi, la paix avec soi, et forcément nos états intérieurs et ceux que nous vivons à l'extérieur étant indissociables, la paix avec les autres. La paix intérieure est un état que nous rendons dépendant de ce que nous vivons à l'extérieur, alors que les enseignements de tous les courants spirituels nous disent que la paix intérieure s'obtient justement dans le détachement. Le détachement d'avec l'extérieur. Toutes les sagesses, et je vous le rappelle, la sagesse est l'enseignement des lois de la vie, toutes les sagesses nous invitent à comprendre que ce que nous vivons à l'extérieur n'est finalement qu'un reflet de notre intériorité. Tout cela est beau dans les textes, mais nous n'arrivons pas à nous raisonner. Nous sommes agités intérieurement par l'extérieur, et nous cherchons à l'extérieur des moyens de nous maintenir en paix à l'intérieur, nous cherchons à percer sur le miroir le bouton qui est sur notre visage. Les sages qui sont parvenus à comprendre et à maîtriser les lois de la vie sont bien au fait que le commun des mortels cherche à l'extérieur ce qu'il doit chercher à l'intérieur. Ils ont fait eux-mêmes cette erreur nécessaire qu'on appelle l'errance. L'errance les a ramenés vers eux-mêmes, et puisque les hommes cherchent à l'extérieur, les sages ont dû élaborer des chemins pour ramener les hommes vers eux-mêmes. Sur ces chemins, les sages sont des guides. Les chemins dont je parle, on les appelle plus couramment des voies. Une voie nous permet de comprendre qu'une vie, une incarnation, est une initiation qui veut que l'on passe par des étapes de transformation et de transmutation qui nous ramèneront vers la vérité de nous-mêmes, c'est-à-dire vers ce que nous sommes dans la profondeur, au-delà des identifications, des croyances, des masques, des conventions que nous avons endossées depuis notre naissance. Une voie nous permet d'accompagner ce processus et de ce fait de ne pas y résister. C'est déjà un pas énorme vers la paix intérieure de reconnaître qu'une existence est une initiation et que tout consiste à être en accord et en harmonie avec l'évolution et les perpétuels changements qu'elle nous propose. Ensuite, une voie va nous donner les moyens de prendre appui à l'extérieur pour travailler à l'intérieur. Comment va-t-elle faire ? Elle va nous donner une échelle. Une échelle dont le premier barreau est l'extérieur, le monde matériel. Nous sommes venus nous incarner dans un monde de matière et c'est à travers l'acte concret que nous créons notre vie. Au-dessus des actes, il y a les volontés et les désirs. Au-dessus des volontés et des désirs, il y a les sentiments. Au-dessus des sentiments, il y a les pensées. Au-dessus des pensées, il y a les croyances. Et c'est seulement au-delà des croyances que nous allons trouver qui nous sommes. Cette rencontre sera décisive, car c'est en accordant nos actes avec ce soi authentique que nous pourrons couper les liens qui attachent notre paix intérieure à ce qui se passe à l'extérieur. La paix, c'est la liberté gagnée par la découverte du vrai soi et par le fait de poser des actes dans la matière totalement accordés sur ce que nous sommes réellement. Puisque vous en êtes à m'écouter, c'est que vous avez sûrement choisi la voie du guerrier, en tout cas celle des arts martiaux, pour retourner vers vous. Vous ne savez peut-être pas dans quelle mesure d'ailleurs, mais consciemment ou inconsciemment, vous l'avez choisi. Qu'est-ce que cette voie vous propose ? De trouver la paix à l'intérieur de vous-même en vous entraînant à la guerre à l'extérieur, mais pas n'importe comment. Elle vous propose de vous entraîner à la guerre en nourrissant la vie en vous et non pas en ayant l'intention de semer la mort à l'extérieur. Le principe vital, le chi, est l'axe central de tout ce qui est censé se faire dans un apprentissage martial traditionnel. S'il y a un autre principe que le fait de nourrir et d'entretenir la vie en soi et autour de soi est l'axe central d'un apprentissage d'une science liée au combat, comme la capacité de nuire, de se défendre, de briller en société, d'être fit, c'est que celle-ci n'est pas un art martial traditionnel. Ce qui a motivé votre démarche envers les arts martiaux est sûrement une clé dans le processus qui vous mènera à trouver la paix. Beaucoup de gens s'engagent dans l'apprentissage des arts martiaux avec à la base l'envie de pouvoir se défendre en cas d'agression et sont souvent déçus de ce qu'on leur propose. Ils jugent tout un tas de conventions du monde martial comme totalement inutiles à leur recherche précise qui émanent d'un sentiment d'insécurité. Les discours portant sur l'intérêt d'incarner des valeurs, les tenues traditionnelles, les rituels associés à la pratique comme le salut par exemple, la codification des gestes et des postures, la pratique des formes, la terminologie de l'art, les longues séries de répétitions, des techniques, tout cela les ennuie et ils n'y voient aucun sens car ce qu'ils veulent, c'est la baguette magique qui en un instant va leur permettre de pouvoir se défendre efficacement dans la rue. Il est logique que lorsque l'on est dans une société où beaucoup de choses se font rapidement en appuyant sur un simple bouton, la loi universelle qui veut qu'une chose solide et durable s'obtienne par des efforts réguliers sur une longue période de temps semble fou. À l'heure du tuto, on cherche une réponse facile et efficace à notre manque de sécurité dans de simples recettes techniques. On se laisse séduire par des disciplines qui nous promettent de nous donner la capacité de nous défendre en quelques leçons et même parfois de devenir instructeur en quelques week-ends de formation.
Cette facilité à nous laisser bercer d'illusions est liée au fait que lorsque nous rencontrons un problème, nous souhaitons en voir disparaître rapidement les effets sans avoir à travailler sur les causes. Nous courons alors vers le premier faux magicien qui nous promet en 2 ou 3 mouvements de régler notre problème. Je dis faux magicien car le vrai, lui, connaît les lois de la nature et ne prétendra jamais pouvoir les transgresser. Mais alors, il suffirait de connaître les lois de la nature pour avoir le mode d'emploi parfait pour régler tous nos problèmes ? Oui, la nature nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Elle nous offre d'ailleurs tout ce dont nous avons normalement besoin. Elle nous éduque, nous nourrit, elle nous soigne, telle une mère aimante, et nous, enfants ingrats, nous prétendons nous en émanciper, et nous l'exploitons, nous la maltraitons. Maman n'est pas contente, elle a été très tolérante, mais elle va devoir sévir, car ses enfants deviennent dangereux pour eux-mêmes et pour elle. Ceux qui ont su lire dans la nature, c'est-à-dire ceux qui ont su écouter leur mère, en gros, ont traduit son langage à travers de nombreuses sciences que l'on nomme sagesse. D'ailleurs, au passage, rappelez-vous que le terme philosophie signifie amour de la sagesse. Les arts martiaux sont un support de transmission de la sagesse. La sagesse est universelle, intemporelle et vivante. Ils ont apporté des réponses en matière de défense personnelle, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Je vous propose que nous étudions ces réponses ensemble. D'abord, la nature se défend. La défense est la mise en place d'une réponse face à une attaque. Si cette réponse n'est pas conforme à l'attaque, elle sera inutile. La meilleure défense est donc la prévention. La prévention évite d'avoir à subir les conséquences d'une attaque, voire même de subir simplement une attaque, car elle implique une réflexion, une préparation et finalement une manifestation des capacités à faire face à l'attaque. Tout le monde connaît le proverbe qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le grand livre de la nature nous montre cela. Rien que dans le règne végétal, nous trouvons bon nombre de fleurs qui manifestent clairement leur système de défense. Les épines d'une rose par exemple. Dans le règne animal également, les éléments de défense de bon nombre d'animaux sont apparents et suffisent à tenir à l'écart certains prédateurs. La nature nous montre également que de nombreuses espèces animales ou végétales ont un système de défense caché, une botte secrète en somme. La pieuvre avec son encre par exemple, l'abeille avec son dard, les plantes qui sécrètent des parfums ou des saveurs amères face à la volonté de certains animaux de les manger. Si nous regardons bien la nature, le problème de la défense est un système d'adaptation qui se met en place face à des lois dont l'une nous dit que tous les règnes de la nature sont connectés ensemble et qu'ils interagissent intelligemment pour se réguler à travers le grand processus mystérieux fait de cycles qu'est la vie. Nous pouvons donc imaginer dans la nature un balancier constant entre les attaques et les défenses. L'attaque implique la défense, mais la défense implique également l'attaque, car défense et attaque s'adaptent chacune l'une à l'autre. Fort de ce constat, la sagesse martiale nous conduit à nous maintenir au centre de ce balancier naturel. Les sagesses qui sont à l'origine de la création des arts martiaux ont tout d'abord reconnu l'existence dans la nature de ces lois d'attaque et de défense. Elles ont ensuite, en matière de défense, distingué 2 polarisations, c'est-à-dire 2 comportements extrêmes qui peuvent émaner des êtres humains. Certains peuvent être complètement détachés de la nécessité d'avoir à se défendre, comme c'est le cas pour certaines plantes ou certains animaux dans la nature. D'autres peuvent être excessifs ou même obsessionnels dans leur volonté de pouvoir faire face à d'éventuelles agressions. D'un côté, on peut parler d'une certaine inconscience ou insouciance et de l'autre de paranoïa. Ces 2 polarités vont entraîner 2 intermédiaires. D'un côté, un être confiant mais au fait d'une certaine réalité qui l'amène à prendre quelques sécurités souvent assez fragiles, et de l'autre, un être d'un naturel plus anxieux qui, sans sombrer dans la paranoïa, pose bon nombre d'actes de sa vie qui sont guidés par ses peurs. Au final, toutes ces attitudes impliquent des trop vides ou des trop pleins en termes de paix, et la vie, cherchant toujours à rétablir l'équilibre des choses, provoquera pour chacun de ces êtres une ou des situations qui l'amèneront à faire pencher le balancier de son existence de l'autre côté. Le trop confiant pourrait subir le traumatisme d'une agression en lien avec sa naïveté et devenir alors un paranoïaque. Le trop anxieux pourrait subir une maladie en lien avec son stress permanent et choisir finalement de vivre dans l'insouciance, de se couper de la réalité du monde et d'imaginer qu'il est au pays des bisounours. Peu importe, le balancier penchera de l'autre côté, amenant l'être à se réajuster jusqu'à ce qu'il puisse trouver son équilibre. Dans l'équilibre se trouve la paix. La volonté des enseignements martiaux traditionnels est de vous permettre de parvenir à une plus grande paix intérieure et à trouver votre centre. Mais alors, quelle attitude vous demande-t-il d'avoir face à la notion de défense ? La réponse se trouve au croisement de 4 chemins. Le premier chemin, c'est la foi en la vie, c'est-à-dire la reconnaissance que rien dans la vie n'est hasard, que nous avons la responsabilité de ce que nous vivons et que la vie prend soin de nous et nous accompagne dans une évolution permanente. De ce premier chemin naît la confiance. Le second chemin est constitué de la connaissance des lois universelles et de l'interaction permanente des pleins et des vides, et de ce fait de la compréhension profonde du proverbe qui dit que si l'on veut la paix, il faut se préparer à la guerre. Le troisième chemin est fait de notre capacité à percevoir que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, et que nous sommes en interaction permanente avec l'autre et notre environnement. Cela nous invite à surveiller nos pensées, car ce que nous pensons, nous le créons.
Le quatrième chemin est constitué de la sagesse de reconnaître que lorsque nos actes émanent de croyances déséquilibrées, la vie provoquera toujours un événement pour nous réveiller à la pensée juste. Ainsi positionné au carrefour des 4 chemins, vous pouvez comprendre la raison d'être d'un authentique art martial qui doit, dans un premier temps, vous éveiller au fait que vos faiblesses émanent de vos croyances et que la vie est un professeur qui les pointera sans cesse du doigt jusqu'à ce que vous compreniez qu'elles sont un programme parasite que vous mettez en place à partir de la conception que vous avez de vous-même. Les faiblesses engendrent les peurs et la vie veut que vous les dépassiez. Si la peur devient le moteur de votre entraînement, vous vous entraînerez à poser des actes en étant guidé par la peur et deviendrez un mouton. Si le moteur dans l'entraînement devient plutôt la volonté de parvenir à un changement de point de vue sur vous-même et ce qu'est le monde, vous travaillez alors sur vous et sur vos peurs et non à l'extérieur contre les autres. Vous le savez, nous venons aux arts martiaux pour devenir plus forts, que cela soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Cette force que nous cherchons ne réside pas dans la démarche de tenter de pouvoir résister à l'extérieur à ce qui nous fait peur, mais plutôt d'aller déloger en soi ce qui est à l'origine de nos peurs, c'est-à-dire la croyance que nous sommes faibles. La force, ce n'est pas de pouvoir résister à tout, la force, c'est de pouvoir tout accepter sans subir. Deuxièmement, un authentique art martial doit vous entraîner à vous défendre non pas dans le but de détruire l'autre, mais dans le but de nourrir la vie en vous au moyen de la connaissance des lois de sa circulation dans la matière. Cette première démarche relie le mouvement, l'intention et le souffle. Si la destruction devient l'axe de l'entraînement, les intentions et les actes posés en conséquence vont semer des graines dont on récoltera les fruits de souffrance. Troisièmement, un art martial doit vous enseigner à vivre pleinement dans la conscience des lois universelles et ainsi à suivre la voie de l'harmonie. Quatrièmement, il doit vous entraîner à concentrer votre attention sur le moment présent pour parvenir à la vacuité dans l'action. Cette seconde démarche vous permet d'avoir la maîtrise de vos mondes intérieurs, comme les pensées, les sentiments et les désirs, et de ce fait de poser des actes conscients totalement alignés avec ce que vous souhaitez acquérir en tant qu'artiste martial, la paix intérieure et extérieure. Pour parvenir à ce résultat, les sages ont dû élaborer des méthodes, mais avant tout créer des écoles, et de ce fait des communautés de personnes assez matures et intelligentes pour comprendre et appliquer des règles de vivre ensemble, afin que chacun puisse bénéficier des meilleures conditions pour étudier et travailler le corps et l'esprit sur une nécessairement longue période de temps. Et oui, cela ne se fera pas en un week-end de formation. Puisque nous avons vu précédemment que la défense c'était d'abord de la prévention, il faut bien comprendre que le premier des travaux à faire est le savoir-vivre avec l'autre qui passe par la capacité à être vertueux. Et oui, si vous n'êtes pas vertueux, vous subirez des attaques. Combien de gens se plaignent qu'il leur arrive tel ou tel malheur causé par telle ou telle personne, mais lorsque nous observons leur comportement face aux autres, nous avons toutes les raisons de ne pas nous étonner qu'on leur veuille du mal. On récolte ce que l'on sème, donc dans une école d'arts martiaux, apprendre le savoir-vivre et les vertus est la première méthode de cette défense. Ça ne plaira pas à certains d'entendre cela, et pourtant c'est la base de tout enseignement initiatique. Ensuite, chaque dirigeant d'une école devait tester les motivations des postulants, car enseigner et apprendre demande de l'énergie, du temps et des moyens. Personne n'a d'intérêt à perdre ces 3 éléments. Il fallait donc être certain que tous les membres de la communauté ou de l'école étaient là parce qu'ils le voulaient vraiment et que l'engagement qu'ils prenaient impliquait des devoirs. Apprendre à se défendre demande beaucoup d'investissement sur de nombreux plans et il faut être prêt à s'investir. Les anciennes écoles traditionnelles entendaient également reclure l'être du monde de l'homme pour le placer dans un contexte d'existence qui tourne autour de la volonté de comprendre et de vivre en harmonie avec le vivant. Elles fournissaient à l'être toutes les sources d'énergie possibles pour que son corps soit fort et sa pensée claire. Bien entendu, cela passe d'abord par l'alimentation. J'espère que vous êtes tous bien au fait que la qualité biogénique et bioactive de votre alimentation est une base. Un homme capable de se défendre est d'abord un homme en bonne santé. Une école devait aussi permettre à l'être de former son corps physique dans le respect des lois de sa constitution pour le renforcer, le tonifier, l'assouplir, le relâcher, l'équilibrer, dans le but que celui-ci devienne un parfait véhicule d'énergie de vie. Elle devait lui enseigner les lois universelles auxquelles il est soumis et l'amener à comprendre les mécanismes de la pensée humaine, sa psychologie et celle des autres, très utile pour comprendre les motivations et anticiper les réactions d'un agresseur. Elle devait permettre également à ses étudiants de comprendre les mécanismes de leurs sentiments et de tout ce qui peut animer une personne. Bien entendu, ces éléments d'étude devaient déboucher sur des méthodes d'entraînement à la maîtrise de soi, afin que le corps et l'esprit soient unis en conscience, pour que l'être soit amené à poser des actes totalement maîtrisés, constructifs et responsables. Une école devait donner à l'être un bagage technique fait de gestes de défense accordés sur tous les principes unissant l'organisation du corps, la concentration de l'esprit et la respiration, au service de la circulation optimale de l'énergie de vie en soi. Elle devait lui apprendre à guérir autant qu'à détruire et lui permettre ainsi de se guérir lui-même de ses blessures et de ses faiblesses. Une école devait s'assurer que ses élèves deviennent des ardents défenseurs de la paix et de la vie à travers l'entraînement à la guerre et surtout leur donner l'obligation d'être en mesure de transmettre pour que le savoir passe telle une flamme qui se transmet de flambeau à flambeau et parce que l'on intègre vraiment une matière lorsqu'on l'enseigne.
Vous êtes maintenant peut-être plus conscient de la somme considérable de savoir et de savoir-faire à intégrer pour être en mesure de faire face à ce que nous nommons attaques et qui ne sont finalement que des invitations à nous rééquilibrer. C'est en tout cas ce que devait proposer une école d'arts martiaux digne de ce nom. Le terme art implique qu'il y ait une œuvre à réaliser et cette œuvre n'est autre que l'homme lui-même. Par l'entraînement à la guerre, l'homme doit se parfaire, faire de sa personne une œuvre d'art. Nous retrouvons d'ailleurs cette même notion dans le terme kung-fu qui représente la somme des efforts qu'un être humain met au service de son accomplissement, c'est-à-dire la maîtrise de tout son être par la pratique d'une discipline ou d'un art. Alors, en conclusion, mon avis est que résumer la notion de défense personnelle à un simple bagage technique fait de protocoles physiques à appliquer face à des situations bien souvent complètement irréalistes est complètement illusoire. C'est à la fois regarder un paysage par un trou de serrure, prétendre en connaître toute l'immensité et affirmer que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Face aux problèmes que sont la banalisation de la violence, le sentiment d'insécurité, la peur de l'autre ou la confiance en soi, seuls des esprits étroits peuvent prétendre que la solution réside dans des techniques de destruction apprises au cours de simulacres occasionnels d'agressions physiques organisés entre amis dans une ambiance de loisir. Les anciens maîtres d'arts martiaux asiatiques étaient bien au fait que la pensée étroite qui divise serait malheureusement majoritaire dans l'humanité de l'âge de fer et à notre époque, elle est à son apogée. Certains de ces maîtres savaient ce que notre monde allait devenir sous l'influence de la pensée moderne occidentale et ont souhaité justement préserver quelques personnes éveillées de la dérive dans laquelle même leurs arts allaient plonger pour devenir de vulgaires sports de combat. Ils ont œuvré pour perdurer une tradition porteuse de lumière et de sens pour faire obstacle à la grande folie qui s'empare actuellement de l'homme, car il ne faut pas se tromper d'ennemi. La grande machine à broyer de l'humain qui est en marche est la seule chose contre laquelle nous devons apprendre à nous défendre. Cette machine qui nous divise, qui nous asservit, qui nous empoisonne, qui nous vide de notre vie. Les écoles d'arts martiaux telles que je les conçois sont des écoles qui doivent justement donner à un être humain toutes les armes pour se défendre contre ce qui éteint la vie. Alors c'est simple, il est plus que temps de raviver l'esprit de ces traditions porteuses de lumière qu'étaient les écoles d'arts martiaux traditionnelles, de ces maîtres conscients, et d'honorer ces derniers par nos pensées, nos sentiments et nos actes à l'égard de notre prochain et de la terre qui nous accueille. Ce n'est certainement pas en faisant des arts martiaux, des sports de combat ou des méthodes de self-défense que nous le faisons, bien au contraire. En nourrissant l'opposition, la compétition, la peur, la haine, l'agressivité ou la violence, nous jouons le jeu de cette sombre minorité d'êtres manipulateurs à l'œuvre dans le monde pour nous asservir. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'ai à cœur de développer un courant de transmission plus fidèle à l'esprit des anciennes traditions initiatiques martiales, donc si cette vision des arts martiaux résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre mes prochaines vidéos.